Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouveau webinar. Encore une fois, c'est un webinar thématique sur le thème des envies de manger et des compulsions alimentaires. Un sujet qui m'est extrêmement cher, que j'aime beaucoup. J'espère que on aura des échanges intéressants sur ce sujet-là. C'est évidemment la plupart du temps le principal problème. Alors, bonjour Caroline, qui commence très fort. Bonjour Juliette. Juliette, c'est Juliette que je connais. Bonjour Brigitte, Gaëlle, bonjour tout le monde. Merci d'être au rendez-vous. Vous êtes super réactifs aujourd'hui et comme vous savez, moi ça me rassure de voir que je ne parle pas dans le vide. Alors, je vais répondre à Caroline. Alors, je vous dis, je prends les questions dans l'ordre. Hein. Donc, Caroline me demande, il faut éteindre l'incendie en répondant aux envies de manger émotionnelles, mais si elles sont fréquentes, est-ce que les exercices de respiration peuvent être un moyen de ne pas céder à ces envies de manger émotionnelles et d'éteindre de suite l'incendie? Alors, en fait, Caroline, dans la question, il y a, comment dire, la formule n'est pas élégante, mais il y a tout et son contraire. Hein. Enfin, il n'y a pas tout et son contraire. Il y a une chose et son contraire, à dire vrai. C'est-à-dire que, d'un côté, vous dites il faut éteindre l'incendie en répondant aux envies de manger émotionnelles. Et en même temps, est-ce que vous n'auriez pas un moyen de ne pas céder aux envies de manger émotionnelles? Alors c'est soit on les éteint, soit on les éteint pas, quoi. Soit on lutte, on résiste, et on essaie de pas céder, et vous me demandez une solution. Soit on éteint l'envie de manger émotionnelle. Bon, alors moi je vais redire les choses très clairement. Je vais poser vraiment le sujet, et je sais que ça peut être, comment dire, déstabilisant, mais notamment pour ceux qui ont beaucoup d'envie de manger émotionnelle, pour tous ceux que j'entends me dire, moi si j'écoute mes envies, je ne m'arrêterai plus jamais de manger, pour toutes ces personnes-là, ça va être très très déstabilisant ce que je vais dire. Mais voilà, ce qu'on veut, alors je vais commencer par fixer les objectifs. Ce qu'on veut, c'est empêcher que les envies de manger émotionnelles se transforment en compulsion et réduire la fréquence de ces envies de manger émotionnelles, les diminuer, qu'il y en ait moins, de façon à ce qu'elles se réajustent à nos besoins. Et je vous rappelle que les émotions, ce sont aussi des besoins. Voilà. À prendre en compte exactement comme les besoins physiques. Bon, alors, une autre parenthèse, c'est que ces envies de manger émotionnelles, vous ne pourrez jamais vous en débarrasser. Absolument jamais. Pour la bonne raison qu'elles sont strictement naturelles et normales. Tout le monde en a, même ceux qui ne sont pas au courant. Voilà, il y a des gens qui disent « moi j'en ai pas », c'est juste qu'ils ne savent pas, quoi. Mais ils en ont. Ça peut être déclenché par des émotions positives ou par des émotions négatives. Alors les gens, en général, souvent quand il y a des émotions positives, les gens ne les identifient pas comme des envies de manger émotionnelles. Bon. Ça peut être déclenché par des petites émotions ou par des grosses émotions. Ça peut être en rapport avec une situation qui vient de se produire ou qui s'est déjà produite il y a 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 ans, 20 ans, ou qui ne s'est pas encore produite, c'est-à-dire une situation à venir. Ça peut être des émotions conscientes, ça peut être des émotions inconscientes, enfin c'est tout un micmac, les émotions qui peuvent déclencher les envies de manger émotionnelles. Il y en a plein. Le fait qu'une émotion déclenche une envie de manger n'a absolument rien d'anormal. On le constate dans tous les groupes qui ont été étudiés sur ce sujet-là. Bon, donc tout le monde en a. Alors, ce qui n'est pas normal, c'est qu'elle se transforme en compulsion. Voilà. Et ce qu'on essaye de soigner, c'est cette transformation, d'empêcher, je dirais, voilà, on va empêcher que ça se transforme
en compulsion, et on va essayer de réduire le nombre de ces envies de manger émotionnelles, de les ramener à un niveau correct, quoi. Correct, ça veut dire en rapport avec des besoins, et ces besoins, en fait, on les connaît même pas d'ailleurs. Bon, alors pour ça, eh ben, la solution, c'est pas de lutter contre les envies de manger. Plus vous allez lutter contre les envies de manger, et plus elles vont augmenter. Alors physiologiquement, ça s'explique. J'en dis un mot. Chaque fois que le cerveau détecte un besoin, et donc une émotion, ça peut être un besoin, c'est considéré comme un besoin, une envie de manger émotionnelle, ça va être considéré comme un besoin, ça va entraîner une sécrétion de dopamine. Bon, la dopamine, c'est tout simplement le médiateur de l'envie, du désir. Voilà. Donc chaque fois que un besoin est repéré, et ben forcément il y a une nécessité de combler ce besoin, de calmer ce besoin, et donc le cerveau va déclencher une envie de calmer le besoin. Donc il va augmenter sa dopamine. Bon. Si vous répondez à ce besoin, vous apportez au corps, au cerveau, à ce que vous voulez, l'élément qui lui manque, cette dopamine va diminuer. Et le message qui permet au cerveau de savoir que vous avez correctement répondu, bah, c'est le plaisir. Voilà, c'est le plaisir, j'utilise souvent cette formule, qui est responsable de l'extinction du désir. Voilà. Bon. Si vous, au lieu de répondre aux besoins, vous vous opposez aux besoins, vous vous empêchez, qu'est-ce qui va se passer? C'est tout simplement le cerveau dit, moi, j'ai pas eu ce que je réclamais, donc je le demande encore plus fort, et il augmente sa sécrétion de dopamine. Il fait plus de dopamine, donc il fait plus d'envie. L'envie augmente. Voilà. Ça, c'est si vous vous empêchez de répondre. Maintenant, si vous répondez en mangeant, mais vous répondez en quelque sorte de travers, quoi. C'est-à-dire que soit vous n'apportez pas l'aliment qui a été réclamé, c'est-à-dire que si le cerveau vous dit, moi j'ai besoin de chocolat, j'ai envie de chocolat pour calmer mon émotion, et que vous lui apportez des bâtonnets de carottes, mais il ne va pas comprendre ce qui arrive, ou plutôt il va comprendre, il va dire, moi ça ne m'intéresse pas. Si vous consommez ce chocolat et que vous n'êtes pas attentif aux sensations que ça vous procure, vous ne pourrez pas ressentir ce plaisir, c'est-à-dire qu'une sensation n'existe que par la conscience qu'on en a. Donc, si votre attention est complètement ailleurs, si le cerveau s'en va d'un autre côté, d'une certaine façon, il ne capte rien des sensations qui ont été produites par la consommation de l'aliment. Et le plaisir, il est tout simplement pas là. C'est-à-dire peut-être que vous savez que vous êtes en train de manger du chocolat, mais le plaisir et les sensations qui ont produit ce plaisir, elles n'ont pas été captées par le cerveau. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est que si vous consommez ce chocolat, mais je dis du chocolat, ça pourrait aussi bien être des rillettes, en vous faisant des reproches, en fait, là, vous embrasez le cerveau, vous mettez le feu au cerveau, il va se mettre à sécréter à l'intérieur plein de cortisol, c'est l'hormone du stress, et ça va empêcher aussi un ressenti, on va dire, intégral du plaisir. Bon. Donc, en fait, on en revient toujours à ces trois facteurs de la réponse. Il faut, qu'il y ait répondre à l'envie et que ça procure du plaisir. 2, il faut une attention pour être conscient du plaisir que ça procure. 3, il faut pouvoir consommer l'aliment avec un sentiment de sécurité, de sérénité. Voilà. Bon, ça, c'est la réponse. Voilà. Alors, ça, c'est voilà, premier élément que je pose. Un deuxième élément que je pose et que je trouve essentiel quand on a affaire à ces envies de manger émotionnelles, c'est qu'on commet très souvent l'erreur de penser que nos émotions sont responsables de nos compulsions. Ça, c'est faux. Dans la majorité des cas, c'est totalement faux. Ce ne sont pas les émotions qui déclenchent les compulsions. Donc, ça ne sert à rien de se faire des nœuds dans la tête et de chercher quelle émotion on a, qu'est-ce qui a déclenché l'émotion, etc. C'est pas le sujet. Chaque fois qu'on traverse
des situations un peu compliquées, bah, évidemment qu'on a plus d'émotions. Jusqu'ici, on est tous normaux. Quand on a des émotions, ces émotions peuvent déclencher des envies de manger émotionnelles, et jusque-là, on est encore tous normaux. Et ensuite, c'est uniquement la façon dont vous allez répondre à votre émotion qui va à votre envie de manger émotionnelle, qui va la transformer ou pas en compulsion. Voilà, c'est ça qui fera la différence. C'est la façon dont vous allez répondre à l'envie de manger émotionnelle. Bon, et répondre, voilà, plaisir, attention, sécurité, les 3 facteurs. Voilà. C'est pas le fait d'avoir eu des émotions. Tout le monde les a eues. C'est pas le fait que ces émotions aient déclenché des envies de manger émotionnelles. Tout le monde en a aussi. C'est la façon dont vous répondez à cette envie de manger émotionnelle. Voilà. Voilà. J'ai posé le cadre et à partir de là, voilà, on va pouvoir commencer à discuter, à échanger. Voilà. Alors, bonsoir Brigitte. Ben bon, Brigitte pose la même question que Caroline. Alors, Brigitte dit, comment peut-on contrer une envie de manger? On dit souvent en buvant un verre d'eau, mais c'est frustrant. Ben oui, c'est frustrant. Pourquoi c'est frustrant? J'ai juste d'expliquer ça. Brigitte propose de boire un verre d'eau, et puis Caroline propose de prendre un grand bol d'oxygène, de respirer et de prendre un grand bol d'oxygène. Bon, ben, dans les deux cas, on n'est pas du tout dans le cadre que je viens de décrire. En fait, on est en train de lutter, dans les deux situations, on est en train de lutter contre l'envie de manger émotionnelle. Et cette envie de manger émotionnelle, elle va s'embraser. Alors ça, c'est l'image dont parle Caroline. C'est une comparaison que j'aime beaucoup. Moi, elle me parle, et je sais pas, mais j'aimerais bien avoir vos retours d'ailleurs là-dessus. Je voudrais bien savoir si ça vous parle aussi. Moi, j'aime beaucoup comparer l'envie de manger émotionnel à un petit départ de feu. Voilà. Un petit départ de feu, si vous vous y prenez correctement, ça s'éteint avec un verre d'eau. Vous prenez votre verre d'eau, pouf, vous versez, et puis vous éteignez votre petit feu. Et puis, si ça repart un peu plus loin, eh ben vous prenez votre verre d'eau, vous versez, et puis vous éteignez tous les feux les uns après les autres chaque fois qu'ils se présentent. Bon, et ben en procédant de cette manière-là, il se passe jamais rien d'autre que des petits départs de feu, quoi. Voilà. On est tranquille, il va jamais rien se passer de grave. En revanche, si vous vous y prenez pas comme il faut, eh ben votre départ de feu va se transformer en incendie de forêt. Voilà, ça va s'embraser, ça va s'enflammer. On va avoir un incendie. C'est la même chose avec les envies de manger émotionnelles. Si vous répondez comme il faut, alors pas en buvant un verre d'eau, hein, Brigitte, hein, ça c'est vraiment qu'une image. Donc si vous répondez comme il faut à votre envie de manger émotionnelle, c'est-à-dire que vous consommez l'aliment qu'on vous réclame avec l'attention et la sécurité, l'envie de manger émotionnelle va s'éteindre tranquillement. Maintenant, si vous ne tenez pas le cadre, cette envie va s'embraser, et c'est là que ça risque de devenir une compulsion. Voilà. Bon, et alors, toujours pour commenter ce que disent Caroline ou Brigitte, cette réponse, elle doit se faire sans aucun délai. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas réfléchir à ce moment-là. Il ne faut pas se poser de questions. Il ne faut pas chercher une alternative. On a un départ de feu, on l'éteint. On a une envie de manger émotionnelle, on l'éteint. On ne se pose pas de questions. C'est comme si vous aviez un début d'incendie dans votre cuisine, vous appelez les pompiers et le gars vous répond, bah écoutez, essayez d'abord de comprendre pourquoi vous avez le feu dans votre cuisine. Une fois que vous aurez compris, rappelez-moi, et puis j'arriverai. Et ben, quand il arrive, c'est plus un petit feu, c'est plus 3 flammes dans la cuisine. Il n'a plus qu'à éteindre l'incendie dans tout un immeuble. Donc, c'est pareil pour l'envie de manger émotionnelle. Si vous attendez trop, dans cet intervalle de temps, ça peut devenir une compulsion. Voilà. Et du coup, on a arrêté de faire ça. Parce qu'à une époque, on faisait ça, on proposait ça, je proposais ça. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, je disais, oui, il faut répondre. Mais avant, il faut se calmer. C'est-à-dire qu'il faut se calmer.
Il faut essayer même un peu de comprendre pourquoi on a envie de manger, quel genre d'émotion a déclenché tout ça, sont les événements qui ont déclenché ces émotions. Et puis une fois qu'on a un peu compris tout ça, ben, si on veut, on peut manger. Bon, et ben, je peux vous dire que le temps de cette introspection, l'envie de manger pouvait déjà s'embraser et devenir une compulsion. C'était trop tard, ça prenait trop de temps. Donc maintenant, les consignes sont vraiment très claires, très nettes. C'est chaque fois que ça se présente, vous devez immédiatement, sans réflexion, éteindre en apportant la réponse adéquate. Voilà. Du coup, vous voyez, quand les gens me disent, quand j'ai une envie de manger, maintenant, je m'autorise à manger, ou je me dis que je peux le faire. Et ben, je corrige immédiatement. C'est pas je m'autorise et c'est pas je peux. C'est je dois. Je suis obligé de l'éteindre. Ça ne doit laisser la place à aucune incertitude, aucun délai. Je dois répondre dès que ça se présente. Et répondre, voilà, c'est tenir le cadre. Voilà. Et chaque fois que vous avez une compulsion, c'est que un des éléments du cadre n'était pas présent. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Voilà. Coucou Corinne, Juliette, ah, c'est bien Juliette. Bonjour Juliette, ça me fait plaisir. J'espère que vous allez bien Juliette. Bonjour Vanille. Alors, je peux manger une grande quantité, mais tout est toujours décidé, planifié et prévu. Samedi soir, je mange pizza et chocolat autant que je veux. Peut-on appeler ça une compulsion? Bah, peut-être bien que oui, c'est une compulsion. En tout cas, les conditions sont réunies pour que ça devienne une compulsion. Dès lors que vous mettez des règles et que vous transgressez les règles, il y a un risque de compulsion. Et quelle que soit la règle, c'est ça qui est terrible en fait. Et c'est ça qu'on a même mis un peu de temps à comprendre. Au début, on pensait que les règles, c'était porté sur le type d'aliment, essentiellement. Je ne dois pas manger de pizza, et ben du coup, quand les gens mangeaient des pizzas, ils faisaient des compulsions. Je ne dois pas manger de chocolat, et quand ils mangeaient du chocolat, finalement, ils faisaient une compulsion. Bon, et finalement, on se dit, si on laisse les gens libres, parce qu'on n'a pas de raison non plus de l'interdire, physiologiquement, il n'y avait pas de justification, libres de manger les aliments qu'ils veulent, ils n'auront plus de raison de faire des compulsions. Donc maintenant, on va les laisser manger tout ce qu'ils veulent, du moment qu'ils ont faim et qu'ils s'arrêtent quand ils n'ont plus faim. Voilà. Mais en fait, en disant ça, on supprimait une règle qui portait sur les aliments, on supprimait toutes les règles qui portaient sur les aliments, mais on introduisait une nouvelle règle qui portait sur la faim et la satiété. C'est-à-dire, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, donc là-dessus, il n'y avait plus de règles, ok, mais à condition que vous respectiez une autre règle, c'est que vous mangez quand vous avez faim et que vous vous arrêtiez quand vous n'avez plus faim. Du coup, quand les gens avaient envie de manger et pas faim, s'ils cédaient à l'envie, et là le mot est exact, puisqu'on leur demandait de résister. Voilà. Donc s'ils n'arrivaient plus à résister et qu'ils cédaient, et qu'ils se retrouvaient à manger sans faim, à ce moment-là, ils faisaient des compulsions. Et finalement, ce qu'ils avaient transgressé, c'était la règle de la faim, quoi. Voilà. Donc du coup, on a compris que c'était pas ça le sujet non plus. C'est pas le travail ne portait pas sur les sensations alimentaires, la faim et la satiété. Bien sûr que ça a une certaine importance, la faim, pas la satiété d'ailleurs. La faim, ça a une certaine importance, mais ça n'est pas le facteur essentiel, parce que la faim se dérègle très rarement. Et en fait, le facteur essentiel, c'est le travail sur les envies de manger. Voilà. C'est ça qui se dérègle. C'est toujours finalement le système des envies de manger qui va se dérégler. Bon, pas toujours, mais dans la majorité des cas. Voilà. Et les exceptions, on pourra en parler un jour. Bonjour Charlotte. Bonjour Marie. Alors, Loubna, bonjour. Est-ce qu'avoir une envie d'une petite douceur après chaque repas est une pensée automatique avec laquelle je devrais défusionner? Bon, alors, je vais reformuler la question parce que je crois que je la comprends.
Bon, donc vous avez des envies de sucré après un repas. Bon, et la question, c'est de savoir finalement qu'est-ce qu'on fait de ces envies et qu'est-ce qu'on fait de ces pensées. Alors j'imagine la pensée, je ne sais pas ce que c'est que finalement votre pensée automatique, si c'est je dois le faire ou je ne dois pas le faire. J'imagine que la pensée, ce serait plutôt je devrais éviter de manger une petite douceur après chaque repas. Bon, ben, si vous faites ça, vous voyez, vous avez une envie d'un produit sucré, et là c'est après le repas, donc clairement, on ne peut plus parler de faim, c'est clairement une envie de manger émotionnelle, mais plutôt déclenchée par une émotion positive, cette fois. Et peut-être que là, il y a une pensée qui dit, mais c'est pas normal, tu sors de table, tu viens de manger, tu n'as plus faim, tu n'as aucune raison maintenant de manger du chocolat. Eh bien, si on s'en tient à cette description du cadre, oui, il faut défusionner avec cette pensée. Cette pensée, il faut réussir à la mettre de côté. C'est un pop-up, tout simplement. Donc, dans ce cas-là, toujours le fameux travail par rapport au pop-up, hein, c'est on n'écoute jamais ce que raconte un pop-up. Donc là, qui dirait par exemple, tu ne dois pas manger de produits sucrés après chaque repas. Et donc, on donne systématiquement la priorité à l'envie. Donc là, ben, je mange ma douceur, du coup, je n'écoute pas le pop-up, je suis l'envie. 2, on ne discute pas avec le pop-up, ça peut prendre, c'est pareil, ça peut prendre beaucoup de temps, et dans ce laps de temps, vous pouvez faire votre compulsion. Et 3, on se reconcentre sur les sensations alimentaires, puisque c'est en se concentrant sur les sensations alimentaires qu'on obtient le rassasiement ou le réconfort. Voilà. Et donc là, ça ne dérape plus. Voilà. Donc, à titre personnel, je peux vous dire que je ne finis jamais un repas sans une petite touche, une petite note sucrée. Ça peut être 3 fois rien. Parfois, c'est un gâteau, c'est assez rare. Parce que j'ai plus de place en général pour un gâteau entier. Moi, je préfère manger mes gâteaux au goûter. Mais je finis systématiquement tous mes repas par une petite note sucrée. Ce sont des envies de manger émotionnelles. Alors, à quoi elles servent, ces envies de manger émotionnelles? Elles prolongent l'état de détente procuré par le repas. Voilà, ce sont des envies de manger émotionnelles sur des émotions positives. Voilà. Et c'est essentiel de les respecter parce que sinon, bah, ça se transforme en compulsion. Moi, je n'ai jamais fait une seule compulsion de ma vie parce que je n'ai jamais lutté une fois contre mes envies de manger émotionnelles. Ça m'est jamais arrivé. Et puis maintenant, c'est sûr que ça ne m'arrivera plus. Ça ne pourra pas m'arriver. Isabelle, vous ne m'entendez pas? Ça ne vient pas de mon micro. Ça vient de votre micro, de votre système à vous. Regardez ce qui se passe. Juliette a dit, ah non, Juliette pensait que c'était consacré le webinaire était consacré à la pleine conscience. Non, on a annoncé, je pense, que c'était faire face aux envies de manger, c'est le titre que j'ai sous les yeux, et aux compulsions alimentaires. Bon. Donc Juliette, on fera une autre fois un webinaire sur la web conscience, sur la pleine conscience, qui a la web conscience, j'ai dit, voilà. On n'arrête plus le progrès. Bonjour Gaël. Le problème de mes compulsions, c'est le plaisir intense que je ressens quand je mange sans limite. Je n'ai pas envie d'arrêter et ça devient frénétique. Bon, ben ça, c'est le principe de la compulsion. Hein. Personne n'a jamais dit que la compulsion, il n'y avait pas de plaisir dans une compulsion. Hein. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que du plaisir. C'est ça le problème de la compulsion. Il peut très bien y avoir du plaisir dans la compulsion. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que du plaisir. Voilà, et donc, du coup, ça prend cette tournure irrépressible et frénétique. Et ça peut être un problème, évidemment. Bonsoir Corinne. Alors Corinne, vous dites qu'il faut céder aux envies de manger compulsives, ce que je fais en tentant de le faire en pleine conscience, mais cela m'arrive très fréquemment, particulièrement en milieu d'après-midi, où je ressens de fortes envies de sucre que j'ai du mal à modérer. Un conseil. Alors, je n'ai jamais dit
C'est pas simple, hein, finalement, d'expliquer ça. Hein. Je me rends compte, hein, que c'est très compliqué. Hein. J'ai beau répéter, c'est pas évident. Corinne, vous me faites dire, il faut céder aux envies de manger compulsives. Ben, sûrement pas. Je n'ai jamais dit qu'il fallait céder à des envies de manger. Vous savez, les mots, ça exprime des pensées. C'est pas fait pour rien. Un mot, ça exprime une pensée. Donc, quand vous dites que vous cédez aux envies de manger, ça veut dire que vous avez lutté et que vous avez perdu votre bataille. Voilà ce que ça veut dire, si vous cédez. Bon, eh ben, il n'est pas question de céder à une envie de manger. Parce qu'il n'est pas question de se battre avec elle. On ne se bat pas avec une envie de manger. Donc, il n'y a pas à céder, quoi. Il n'y a pas à céder. Il n'y en a pas un qui gagne, il n'y en a pas un qui perd. La réponse, c'est de répondre. L'attitude, c'est de répondre à toutes les envies de manger qui se présentent systématiquement. Voilà. Et vous dites qu'il faut céder aux envies de manger compulsives. Mais c'est pas ça que je dis du tout. C'est pas qu'il faut s'en il faut pas céder aux envies de manger compulsives. La formule que j'utilise, c'est il faut répondre à des envies de manger émotionnelles. Répondre signifie respecter un cadre pour empêcher justement qu'elle se transforme en compulsion. Voilà. Et vous me dites que vous cédez à vos envies de manger compulsives en tentant de le faire en pleine conscience. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si ça veut dire que vous êtes attentive à vos sensations ou si ça veut dire qu'avant de manger, vous faites un exercice de pleine conscience. Mais il faut faire très gaffe. Parfois, l'attention, elle n'est pas là où on croit. L'attention doit être sur les sensations alimentaires. Et parfois, elle part dans des pop-up, elle part dans des pensées de contrôle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sur les sensations alimentaires. Bien sûr qu'elle est là, l'attention, mais elle n'est pas au bon endroit. Seule l'attention sur les sensations alimentaires peut produire le rassasiement ou le réconfort. Si vous déplacez l'attention sur autre chose, et par exemple sur un effort de contrôle, qui serait, oui, j'ai le droit de manger du chocolat, mais pas plus d'1 carré, ou pas plus de 2 carrés. Il faut absolument pas que je dépasse 2 carrés. Bon, ben c'est fini, c'est mort, là. L'attention est sur le contrôle. Elle n'est plus sur les sensations alimentaires. Vous êtes parti pour la compulsion. Voilà. Donc, Corinne, non, ne cédez pas à vos envies de manger compulsives. Répondez à vos envies de manger émotionnelles. Bon, alors, bonjour Carole. Carole, voilà, peut-être qu'il faut commencer par répondre à cette question-là. Qu'est-ce qu'une compulsion? Est-ce que c'est une envie de manger ordinaire ou une envie de se remplir? Par exemple, je rentre du boulot, je n'ai pas faim, mais envie d'une tranche de pain avec du fromage. Est-ce une compulsion? Bah, pas forcément. Bon, en fait, ce qui définirait le mieux la compulsion, ou ce qui permettrait le mieux de distinguer la compulsion de l'envie de manger émotionnelle, c'est que, bon, dans les deux cas, on va dire que c'est déclenché par des émotions. Ce sont des envies de manger qui sont déclenchées par des émotions, et dans laquelle on n'a pas la sensation de faim, la plupart du temps. Bon. L'envie de manger émotionnelle est caractérisée par le fait qu'elle sera régulatrice. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez mangé, vous constaterez un rétablissement de l'humeur. La plupart du temps, ces envies de manger émotionnelles sont quand même déclenchées par des émotions désagréables, des contrariétés, du stress, de la fatigue émotionnelle, des choses comme ça. Bon. Et quand ça va déclencher donc, ces envies de manger émotionnelles, si vous répondez correctement, eh ben vous constatez un rétablissement de l'humeur. C'est en ça qu'on dit que l'envie a été régulatrice. Elle a régulé l'humeur, elle l'a ramené à son niveau quoi, normal. Bon. Ou en tout cas, elle l'a rapproché de son niveau normal. Dans la compulsion, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que vous allez, de la même manière, commencer par par manger, pour répondre à cette envie.
Et puis pendant que vous mangez, il y a des pensées, de contrôle, il y a des pensées de stress, enfin il y a des pensées de restriction, il y a des pensées sur le poids qui peuvent arriver, qui vont transformer l'envie de manger en compulsion, qui va se caractériser pas forcément par des quantités énormes, pas toujours, on ne peut pas se fier à la quantité, mais par le fait qu'on aura une dégradation de l'humeur, une dégradation supplémentaire de l'humeur. Et en fait, la quantité ne suffit pas. On peut parler d'une compulsion même avec un seul carré de chocolat, si ce carré a entraîné une dégradation de l'humeur. Voilà, c'est pas forcément des quantités donc on voit conséquentes, mais ça a eu un effet négatif sur la régulation des émotions. Voilà. Et c'est ça finalement qui permet le mieux d'identifier l'envie de manger émotionnelle de la compulsion. Bon, maintenant, dans la compulsion, il y a des éléments, notamment il y a ce sentiment de perte de contrôle, de culpabilité, d'anxiété, de honte, des choses comme ça qui peuvent accompagner. Mais pas toujours. Pas toujours. Alors, bonjour Fatima. Donc, j'ai commencé le programme il y a 3 jours, et à la fin de ma journée, j'ai toujours envie de manger un gâteau, du pain avec du fromage, et des fois, j'ai pas faim, mais à la vue d'un aliment que j'aime, j'en ai envie. Faut-il les cacher ou ne plus en acheter? Bon. Alors, justement, ces envies de manger émotionnelles, évidemment, elles sont beaucoup plus fréquentes en fin de journée. Alors, pour une raison toute simple, hein, c'est qu'en fin de journée, on a plus d'émotions qu'au début de la journée. À la fin de la journée, on est fatigué, nerveusement, on est plus stressé, on a des contrariétés, enfin on a accumulé pas mal de choses, donc alors que au tout début de la journée, après une nuit de sommeil, on va un peu mieux quand même, hein, en principe. Pas toujours. En principe, voilà. Bon, donc il y a plus de tension en fin de journée. Donc plus de tension, plus d'envie de manger émotionnelle. Voilà. Et donc là, toujours pareil, la consigne, c'est de répondre systématiquement à toutes les envies qui se présentent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Est-ce que si vous n'arrivez pas à répondre comme il faut, mais ça s'apprend, il faut cacher les aliments ou ne plus en acheter? Eh bien, moi, non, pour moi, de mon point de vue, non, ça, c'est pas une bonne solution, parce que vous n'apprendrez jamais à répondre. Vous n'arriverez jamais à répondre comme il faut à ces aliments-là si vous les cachez ou si vous vous empêchez de les acheter. Il est certain que chaque fois que vous tomberez dessus, vous les consommerez sans la bonne réponse. Il y aura toujours un facteur de stress dessus. Ne serait-ce que pourvu que ça ne se termine pas en compulsion. Rien que ça. Voilà. Donc, non, au contraire, il faut avoir des aliments réconfortants à la maison, donc des aliments qu'on apprécie beaucoup, qu'on aime, qui calment les émotions. Ce ne sont pas n'importe quels aliments, ce sont que des aliments riches, soit gras et ou sucrés. Voilà. Et il faut s'entraîner à y répondre de manière adéquate. Bon, tout le programme tourne autour de ça, hein, c'est d'apprendre à apporter la bonne réponse, de mettre l'attention de la bonne manière, et puis de devenir capable d'écarter les facteurs les pensées négatives sur le poids et sur la nourriture. Alors, là, j'ai bien envie de vous parler de quelque chose quand même. Parce que vous seriez en droit de poser la question, comment on fait pour décréter la sécurité? On ne peut pas décréter qu'on est en sécurité. Et vous avez raison. Si on n'est pas en sécurité, on n'est pas en sécurité. On ne peut pas dire je ne suis pas en sécurité, mais je vais faire comme si. Ça ne marche pas. La sécurité, ça se construit. Alors, comment on fait pour construire ce sentiment de sécurité? C'est en accumulant des expériences alimentaires positives. Voilà. Donc déjà, ça commence par choisir les aliments dont on a envie, apprendre à mettre l'attention sur les sensations alimentaires. Les sensations alimentaires, ce sont les sensations gustatives, les sensations physiques, le point de satiété, le trajet dans la poitrine, la diminution du plaisir sensoriel, enfin bon, tout ça, ça prend. Et mettre de côté les pensées négatives sur le poids et sur la nourriture. Bon, mais mettre de côté ces pensées, ça donne pas un sentiment de sécurité. C'est-à-dire avoir des pensées négatives et les mettre de côté,
ça ne donne pas un sentiment de sécurité. Ça va donner, momentanément, disons, une tranquillité d'esprit. Mais ça suffit pour que le repas ou la collation se passe correctement. Ça suffit pour que ça ne se transforme pas en compulsion. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que c'est un effort. C'est un effort de prendre conscience de ces pensées négatives sur la nourriture, sur le poids, pour justement chasser leurs mauvaises influences, on peut dire. Voilà. C'est un effort. Cet effort va être payant dans le sens où il va vous permettre de consommer l'aliment avec cette tranquillité d'esprit. Et là, ça va transformer cette consommation en une expérience positive. Il y aura les 3 facteurs. On aura le plaisir, l'attention, la tranquillité d'esprit. Du coup, cette consommation ne va pas se transformer en compulsion. Donc, vous allez vous apercevoir que vous devenez capable de manger du chocolat, du fromage, des pizzas, sans que ça se termine mal. Et vous allez vous apercevoir que vous pouvez consommer tous ces aliments différents sans prendre de poids et même en perdant du poids. Bon, si vous faites ça 5, 10, 20, 100, 1000 et 5000 fois, au bout d'un moment, cette tranquillité d'esprit se transforme en un vrai état de sécurité. Parce que vous avez accumulé des quantités et des quantités d'expériences qui se sont bien passées. Voilà. Et là, vous commencez vous construisez la confiance. Voilà. C'est comme ça qu'on va y arriver. Et ça aussi, ça s'apprend. Alors ça aussi, c'est un exercice. C'est-à-dire qu'il faut aussi apprendre à repérer ces pensées négatives sur le poids et sur la nourriture et à les mettre de côté pour pouvoir se reconcentrer sur les sensations alimentaires. Ce sont aussi des exercices et un apprentissage. Voilà. Alors, je voudrais te dire une chose aussi. Et vous savez que on a beaucoup de perfectionnistes parmi nos participants, nos membres, et de manière générale chez toutes les personnes qui ont des troubles alimentaires. En fait, je vous ai dit qu'il fallait essayer de répondre à toutes les envies de manger, qu'elles soient déclenchées par la faim, qu'elles soient déclenchées par les émotions, en tenant le cadre. Ce cadre, vous ne réussirez pas à le tenir en toutes circonstances. Ce n'est pas possible, dans un premier temps, évidemment. Au fur et à mesure, on y arrive au fur et à mesure. Mais dans un premier temps, ce n'est pas possible. Parce que on se fait tous une conception de ce que serait un comportement alimentaire normal. Chaque fois que vous allez rencontrer des situations qui vont contredire cette conception que vous avez d'un comportement alimentaire normal, ça va choquer ce cadre, ça va ébranler le cadre, et là, vous risquez de perdre votre sécurité. Chaque fois que vous perdez ce sentiment de sécurité, vous risquez de perdre votre attention. Et quand vous mangez sans sécurité et sans attention, là, le risque de compulsion devient gigantesque. Voilà. Et forcément, vous allez rencontrer des situations qui vont vous faire perdre cette sécurité. Bon, c'est normal, il n'y a pas à s'en inquiéter, tout le monde passe par là. En revanche, ce qu'il faut, c'est apprendre de ses erreurs, apprendre de ses compulsions. Ce n'est pas une formule. Il n'y a pas d'autre moyen que de trébucher, de commettre les erreurs pour progresser. Ce n'est pas une formule. Il faut commettre les erreurs et apprendre des erreurs. C'est comme dans un jeu vidéo, quoi. Tous les gamins connaissent ça. Dans un jeu vidéo, il y a des pièges. Et il faut tomber dans le piège et comprendre pourquoi on est tombé dans le piège pour pouvoir passer au piège d'après, quoi. Tout simplement. Jusqu'au moment où on arrive à la fin du jeu et on a tout gagné. Parce qu'on a déjoué tous les pièges. Mais pourquoi on les a déjoués? Parce qu'on les a compris. Voilà. Et c'est comme ça que ça va se passer. Vous allez commettre des erreurs. Vous allez rencontrer des situations dans lesquelles vous allez perdre votre sécurité, qui vont entraîner des compulsions. Et si à chaque fois vous réfléchissez à ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a entraîné la compulsion?
Et quel est finalement le facteur du cadre qui n'était pas présent? Chaque fois, vous allez apprendre de cette compulsion et devenir plus fort. Voilà. Et progressivement, ne plus tomber dans ce piège, ne pas répéter ce piège à l'infini. Voilà. Il y en aura d'autres. Et puis au bout d'un moment, à force de les avoir tous faits, il n'y en a plus. Hein. Alors, Juliette, je ne suis pas sûr de bien reconnaître le rassasiement, la fin de mon envie de manger. Il m'arrive souvent de le repérer, mais de manger encore un peu pour être sûr que je n'en veux plus. Ah, Juliette. On ne reconnaît pas le rassasiement, d'une certaine façon. On ne peut pas dire ça. Parce que le rassasiement n'est pas une sensation. Ce n'est pas une sensation. C'est un état mental d'indifférence alimentaire. Ça ne m'intéresse plus. Vous me mettez de la nourriture, et ben elle ne m'intéresse pas. Voilà, j'ai mangé, j'ai suffisamment mangé, et ça ne m'intéresse plus. Voilà. C'est ça le rassasiement. C'est cet état mental d'indifférence alimentaire. Donc on ne peut pas repérer son rassasiement. On peut repérer une sensation, mais pas un état mental. C'est juste une constatation. Je constate que ça ne m'intéresse plus. J'ai plus envie de manger. C'est ça le rassasiement. Et c'est ça qui se dérègle dans les troubles alimentaires. Et Juliette, ça se dérègle dans les deux sens. C'est-à-dire que parfois le rassasiement arrive trop tard, parfois il arrive trop tôt. Alors quand il arrive très tard, eh ben, c'est des hyperphagies, c'est-à-dire que l'envie de manger finalement elle s'arrête jamais. Et on mange, on a beau manger, on a toujours envie. C'est ça l'hyperphagie, c'est le principe. Hein. Voilà, l'envie disparaît pas. Mais parfois, c'est le contraire. Elle arrive très tôt, cette disparition de l'envie de manger. Le rassasiement, il peut arriver très très tôt. Il est même plus suffisant pour nous permettre de manger les quantités qui seraient nécessaires pour maintenir le poids. Donc on maigrit. Ça, c'est par exemple la dépression, l'anorexie. C'est un peu à part l'anorexie, il faut le mettre de côté. Mais par exemple, la dépression, c'est ça. Voilà. Donc, quand le rassasiement arrive très tôt dans certaines situations, comme justement voilà la dépression, eh ben les gens maigrissent. Si le rassasiement arrive très tard, eh ben les gens mangent beaucoup plus qu'ils n'en ont besoin, et là ils grossissent. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, on sait travailler sur le rassasiement pour le régler, le ramener remettre le curseur au bon endroit. Qu'il arrive ni trop tôt, ni trop tard. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec, avec la sensation physique dont vous parlez. On peut tout à fait avoir une sensation de trop, une sensation physique de trop. C'est le corps qui dit bah, ça va, pour moi c'est bien. Et la tête qui lui répondrait bah, peut-être que c'est bien pour toi, mais c'est pas bien pour moi. On va pas s'arrêter, on continue. Parce que le rassasiement, c'est dans la tête que ça se passe, c'est pas dans le corps. Donc le corps peut dire c'est bon pour moi, et la tête dit c'est pas bon pour moi. Voilà. Et là, ça veut dire que c'est complètement déréglé. Et ça, on sait travailler dessus maintenant. Il a fallu un peu de temps. Alors, Lumna, on nous demande de ne pas stocker les aliments caloriques, pourtant j'ai souvent envie d'une petite douceur après le repas. J'aimerais préparer un gâteau sain, je ne sais pas ce que c'est que ça, un gâteau sain c'est quoi, que je couperai en plusieurs morceaux. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors stocker, je veux dire quand on est au tout début peut-être de ce travail et que on est encore vraiment très exposé aux compulsions, stocker des grandes quantités, c'est pas forcément une bonne idée, mais ne rien avoir chez soi, c'est pas une bonne idée non plus, parce que du coup on peut pas travailler, on peut pas apprendre à consommer les aliments en instaurant le cadre. Donc il faut en avoir un peu, quoi. Il faut en avoir pas forcément des quantités. Vous n'êtes pas un restaurant, hein, ni un hôtel, mais il faut en avoir un petit peu sous la main. C'est important. Violaine, Violaine, merci beaucoup, c'est gentil. Violaine, je voudrais témoigner qu'elle apprécie énormément mes webinars et qu'elle y apprend toujours des choses. Merci beaucoup, Violaine, c'est vraiment gentil.
Alors, Lolita, question compliquée. Comment se fait-il que des femmes arrivent à faire très attention, les influenceuses, les youtubeuses ou des proches, sans que cela finisse par une boulimie et qu'elles ne connaîtront jamais le surpoids? Alors effectivement, il y a des gens qui se contrôlent sans que pour autant ça se termine par des boulimies. Et sans pour autant non plus qu'elles prennent de poids. Mais là, en fait, beaucoup de gens se contrôlent alors qu'elles n'ont aucun problème de poids. Beaucoup de femmes aujourd'hui, tout le monde se contrôle, préventivement même, d'ailleurs. Et des gens qui n'en ont absolument pas besoin. Mais parce qu'en réalité, et elles ne grossissent pas parce qu'en réalité, elles n'ont pas de problème de poids. Le problème du surpoids et de l'obésité, c'est pas la prise de poids. Ces gens-là, ils peuvent grossir. Ils peuvent prendre 1 kg, 2 kg, 3 kg. Mais eux, ils sont capables de les reperdre, naturellement, spontanément, sans rien faire. Simplement, quand ils sont une fois qu'ils ont calmé leur comportement alimentaire, que ça revient normal, ils reperdent le poids. Quelqu'un qui a des vrais problèmes de poids, c'est-à-dire un métabolisme qui favorise le surpoids, lui, son problème, c'est pas non plus qu'il prenne des kilos, c'est qu'ensuite, il peut pas les perdre. Et du coup, là, boulimie, enfin, pas boulimie, mais compulsion après compulsion, ou excès après excès, qui serait entraîné par les pertes de contrôle, il prend du poids qu'il ne peut pas reperdre. Et donc, en fait, lui va décaler son poids d'équilibre. Voilà. Alors, il y a des gens qui ont cette physiologie de stockage, et puis il y a des gens qui ne l'ont pas. Ces deux catégories, quand elles se contrôlent et qu'elles ont des pertes de contrôle, ça ne produit pas du tout la même chose. Il y en a une catégorie, ceux qui ont pas ce métabolisme de stockage, finalement, ils vont varier dans une toute petite fourchette de poids, mais à chaque fois qu'ils prennent un peu de poids, ils le reperdent. Alors que les autres, à chaque fois qu'ils prennent un peu de poids, ils le gardent. Et au bout d'un moment, à force de prendre un peu tout le temps un peu de poids, ça peut finir par énormément de poids. Voilà. Alors, Violaine, question. J'ai l'impression que le fait d'incorporer davantage d'aliments riches, gras et sucrés durant les repas réduit mes envies de manger en dehors des repas. Est-ce que vous confirmez? Bon. Là, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que plus vous mangez d'un aliment et moins vous avez envie de cet aliment. Voilà, c'est tout simplement. Donc, si vous consommez des aliments gras, a priori, vous calmez vos envies d'aliments gras. Vous vous empêchez de manger des aliments riches, gras, sucrés, vous avez de plus en plus envie d'aliments riches, gras et sucrés. Voilà. C'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure. Bonjour Virginie. Alors, je suis en fin de programme, bon, bravo. J'arrive presque à manger que quand j'ai faim et j'ai réduit les EME que je respecte. Mais certains jours, je n'ai vraiment pas beaucoup de besoin de manger et d'autres, vraiment plus, une dépense d'énergie stable. C'est déroutant, comment gérer? Bon, moi, je vais vous répondre tout simplement. Arrêtez de vous poser autant de questions. Répondez systématiquement à toutes vos envies de manger et n'essayez pas de les comprendre. Ça n'a souvent d'ailleurs aucun intérêt. On veut juste qu'elle diminue ses envies de manger et qu'elle ne se transforme pas en compulsion. Donc, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous demander pourquoi vous avez des envies de manger. Mangez en essayant de tenir le cadre et tout se passera bien. Et surtout, quand vous mangez, c'est vraiment pas le moment d'essayer de comprendre ce qui se passe. C'est vraiment pas le moment de se demander pourquoi j'ai envie de manger, pourquoi j'ai envie de manger ça ou ça. Mangez-le, concentrez-vous sur vos sensations alimentaires et ça se terminera dans les meilleures conditions. Maintenant, si vous avez vraiment envie de comprendre ce qui déclenche les envies de manger, de devenir un expert du comportement alimentaire, vous faites comme moi, vous faites des années d'études. Et si vous avez envie d'y réfléchir, vous pouvez y réfléchir, mais pas pendant les repas. C'est en dehors des repas. Voilà. Quand vous mangez, il faut que ça reste simple. Il ne faut pas que ce soit une prise de tête. Un repas, il faut que vous soyez concentré sur les sensations que ça procure. Et c'est tout. Et c'est ça qui est compliqué, en fait. C'est le c'est tout. Voilà, c'est ça qui est compliqué. C'est ça qu'on n'arrive pas à faire. Le c'est tout. Juste ça. Voilà. Parce que notre cerveau, il ne nous obéit pas. Il ne fait pas ce qu'on lui demande. Il réfléchit tout le temps. Et il nous emmerde tout le temps, en fait. Voilà. Charlotte, toujours Charlotte.
je contre plus mes envies de manger émotionnelles, mais j'ai du mal à manger avec un sentiment de sécurité. Bon, ben voilà, la sécurité, effectivement, c'est pas quelque chose, voilà, je le redis, hein, qui se décrète, ça se construit. Donc, il faut construire cette sécurité en accumulant les expériences positives. Voilà, accumuler, 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 emmagasiner des quantités et des quantités d'expériences positives, toujours en respectant le fameux cadre, et cette sécurité, progressivement, elle va venir s'installer. Voilà. Alors, il y a des cas dans lesquels elle ne s'installera jamais, je peux vous dire. C'est quand vous voulez à tout prix atteindre un poids que votre corps n'est pas prêt à supporter. Voilà. C'est-à-dire que si vous voulez passer en dessous de votre poids, cette manière de manger, tout ce que je vous décris, tout ce qu'on fait dans le programme, ça permet d'atteindre ce qu'on a le poids d'équilibre, qui n'est pas un poids qu'on choisit. Et ce poids d'équilibre, bon, je suis transparent avec vous, hein, je vous le dis depuis toujours, hein, je n'ai jamais raconté d'histoire. Ce poids d'équilibre se dérègle. En fait, ce qui dérègle le plus le poids d'équilibre, c'est le fait de grossir. Voilà. C'est quand le fait de grossir peut dérégler, pas obligatoirement, ça peut dérégler le poids d'équilibre. Bon, donc du coup, bah, certaines personnes ne reviendront pas au poids qu'elles avaient avant leur prise de poids. Et puis il y a des gens qui ont un poids normal, mais ça ne leur va pas non plus. Alors de toute façon, ils en veulent moins. Voilà, c'est comme ça. Bon. Donc ils veulent être plus bas que leur poids d'équilibre, même s'ils ont un poids normal. Bon. Et ben ces personnes-là, toutes ces personnes-là, tant qu'elles n'auront pas renoncé à être au-dessous de ce poids d'équilibre, elles ne pourront de toute façon jamais manger avec avec ce climat de sécurité. En tout cas, jamais, il ne faut jamais dire jamais, mais ça sera très difficile. Voilà. Ève, salut Ève. Pour moi, le plus compliqué, c'est de reconnaître l'émotion pour la différencier de la faim. Alors ça, c'est aussi une belle remarque. Et ben moi, je vais vous simplifier je vais vous simplifier le problème, je peux vous dire. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, chaque fois qu'une envie de manger se présente, vous devez systématiquement répondre. Voilà. Donc, à partir du moment où une envie se présente, la question de la faim ne se pose plus. C'est terminé. Il n'y a même pas besoin de se poser la question de savoir si on a faim ou pas faim, puisque de toute façon, il faut répondre à l'envie de manger, qu'elle soit déclenchée par la faim ou qu'elle soit déclenchée par une émotion. Voilà. À partir du moment où j'ai envie de manger, je dois systématiquement répondre à cette envie. Donc la question de la faim ne se pose plus du tout. Terminé. On l'élimine. Voilà. J'ai simplifié votre problème, Ève. Brigitte, la comparaison avec le petit feu est très parlante. Ben, merci Brigitte. Si d'autres personnes peuvent me dire ce qu'elles pensent de cette image, parce que vous savez, les métaphores, c'est super important. Quand une métaphore fonctionne, ça fait des déclics. Alors si cette métaphore vous parle, dites-le moi, parce que je vais m'en resservir. Je m'en resservirai souvent. Moi, j'ai l'impression que ça fonctionne parce que mes patients me font des bons retours, mais bon, voilà. Si vous aussi vous me le dites, j'aimerais bien que vous me confirmiez ou pas, quoi. Charlotte dit que oui, il faut éteindre les départs de feu, mais c'est pas facile. J'en suis bien conscient que c'est pas facile, et c'est tout un boulot. Voilà. Ce travail, on vous aide à le réaliser, on vous accompagne dans ce travail pour essayer d'instaurer cette sécurité. Et j'ajoute un truc là aussi d'ailleurs, c'est que pour construire cette tranquillité d'esprit, qui deviendra plus tard une sécurité, on utilise une propriété de l'attention justement. C'est-à-dire que si vous êtes la propriété, excusez-moi, là, je vais parfois un peu trop vite dans mes raisonnements, mais cette propriété de l'attention, c'est qu'elle ne peut pas être à deux endroits en même temps. Voilà, l'attention, ça ne peut pas être partout en même temps, et même pas à deux endroits en même temps. Et du coup, si vous concentrez votre attention sur vos sensations alimentaires, elle ne peut pas être dans les pensées insécures. Voilà. Mais à l'inverse, malheureusement, si l'attention est coincée dans les pensées insécures, elle ne peut plus être sur les sensations alimentaires. Et donc, en fait, le fait
de vous concentrer sur vos sensations alimentaires devient probablement le meilleur moyen de tenir à distance les pensées insécures. Et ces sensations alimentaires, quand on a des pensées insécures, finalement, elles nous protègent de ces pensées insécures, c'est-à-dire qu'en se concentrant sur les sensations alimentaires, on peut tenir ces pensées insécures comme si, d'une certaine façon, je ne sais pas si c'est le terme, on allait se réfugier au sens où justement on va dans un endroit sécure, dans un refuge, on va se réfugier dans ces sensations alimentaires. Et ça permet de tenir à distance les pensées insécures. Donc, servez-vous de l'attention sur les sensations alimentaires pour mettre à distance toutes ces pensées insécures. Vanille. Ah, Vanille trouve aussi que c'est une bonne image. Ah, merci, Vanille. Gaël, l'incendie, c'est tout à fait ce qui m'arrive. Après 9 mois de restriction et d'absence de plaisir, je n'arrive pas à l'éteindre, le feu repart à chaque fois. Eh ben, c'est parce qu'à chaque fois, voilà, le problème, c'est que souvent, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que on met du contrôle, on déclenche une compulsion. Donc, du coup, tous les efforts précédents sont anéantis. Et donc, derrière, on se dit, il faut remettre encore plus de contrôle. Donc, on refait de plus belles compulsions. Et ça peut tourner en rond pendant des jours, des semaines ou des mois. Voilà. Donc là, il faut lâcher cette voie. C'est vraiment une impasse. C'est une impasse. Charlotte, je réussis à ne pas tomber dans les compulsions en mangeant avec attention. Voilà. Mais faites gaffe. Il faut vraiment que l'attention soit sur les sensations alimentaires. Parfois, les gens vous disent je fais très attention, mais en réalité, ils font surtout très attention à leurs efforts de contrôle, à pas trop manger, à pas perdre le contrôle. Et ça, c'est pas mettre de l'attention sur les sensations alimentaires. Bonjour Gisèle. Le problème qui se pose, c'est que lorsque vous avez envie d'un aliment et qu'il n'est pas là, ça c'est sûr. Hein. Alors on compense en mangeant autre chose. Ouais, c'est vrai, mais enfin non, c'est pas, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est surtout vrai quand on a des troubles alimentaires. Parce que quand on n'a pas de troubles alimentaires et qu'on a envie d'un aliment qui n'est pas là, on ne stresse pas spécialement, quoi. On sait qu'à un moment ou à un autre, il finira par être là, ou qu'on ira se le chercher, et on va trouver autre chose en attendant qu'on aime bien, qui est capable de nous calmer aussi. Voilà. Mais quand on a des troubles alimentaires, on n'a pas cette réflexion, on n'a pas cette patience, on est dans l'impulsivité. Bonjour Corinne. Alors, en vous écoutant, j'identifie bien cette montée de dopamine, c'est très, très intéressant. C'est une excitation qui amène à la compulsion. Ouais, on la sent arriver. Vous avez complètement raison, on la sent. Voilà. Magali demande, est-ce que le verre d'eau, dans l'image du verre d'eau qui est à l'incendie, est-ce que c'est de manger en pleine conscience ce qu'on a envie de manger? Oui, mais moi, je n'utiliserai pas le terme de pleine conscience, c'est un peu trop fort. On utilise les exercices de pleine conscience pour travailler sur la concentration et sur l'attention, mais en fait, on ne mange pas en pleine conscience, on mange avec ce qu'on appelle une attention partagée. Je reviendrai un jour sur l'attention. Mais le type d'attention qu'on met en place, ça s'appelle de l'attention partagée, et c'est pas la même chose que la pleine conscience. Brigitte dit que vous venez de me donner une réponse que je n'ai jamais entendue en plus de 40 ans de régime successif. C'est tellement évident. Oui, moi aussi je me dis ça. Pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé avant? Alors, Claire, pourquoi est-ce que les aliments légers ont du mal à apporter du rassasiement? Je mange des fruits et des légumes. Est-ce que manger des aliments plus caloriques mènerait à trouver le rassasiement? Alors, peut-être pas le rassasiement, mais le réconfort, oui. Seuls les aliments caloriques peuvent calmer les émotions, les envies de manger émotionnelles. Bon, j'ai plus le temps d'expliquer pourquoi. Je vois qu'il est 19h29. Mais c'est comme ça. Non seulement on l'a constaté, mais maintenant on l'a démontré. Il suffit pas de manger ce qu'on aime pour que ça calme une envie de manger émotionnelle. Il faut que ce soit évidemment un aliment qu'on aime, mais il faut aussi que cet aliment soit un aliment riche, sinon ça marche pas. Voilà. Et les fruits, moi j'adore les fruits et les légumes, mais quand j'ai des envies émotionnelles, c'est pas ça qui calme.
ce sera comme pour tout le monde des aliments riches. Voilà. Et si vous luttez contre votre envie, vous allez faire une compulsion sur les aliments riches et vous n'aurez plus de place ensuite pour pouvoir manger des fruits et des légumes. C'est pas parce que vous les aimez plus, c'est que vraiment il n'y aura plus la place. Vous vous êtes gavé d'aliments riches dans le cadre de votre compulsion et il n'y a plus de place pour rien. Voilà. Et du coup, quand on fait disparaître les compulsions, il y a de nouveau de la place pour les fruits, les légumes, qui sont des aliments qu'on aimait mais qu'on ne pouvait plus manger. Voilà, il est 19h30, ça va couper. Je vous remercie énormément de votre présence, de votre participation. Vous étiez nombreux, vous avez posé beaucoup de questions. J'ai évidemment pas répondu à toutes les questions. Je réponds que je les prends dans l'ordre, encore une fois. Et puis comme je suis bavard, je m'étends beaucoup sur chaque question. Donc j'arriverai jamais au bout de toutes les questions. Mais comme je fais régulièrement les webinars, au bout du compte, je finis par répondre à toutes les questions, je pense. Si vous voulez être certain que je réponde à vos questions, il faut que vous arriviez au début du webinar. Et là, il y a plus de chance. Voilà, merci beaucoup de votre présence. Ça m'a fait très plaisir. Moi, c'est un thème que j'adore et que je retraiterai certainement une prochaine fois. Si vous avez, si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à le dire. Et puis, on déclenchera un webinar peut-être plus rapidement sur le même sujet dans ces conditions-là. Voilà. Merci à tout le monde. Merci de votre présence. Merci de votre participation et à très bientôt.